C'est compliqué, ces questions-là sont très compliquées et douloureuses, parce qu'on ne devrait pas discriminer les enfants selon leur papier ou pas de papier, ou, voilà, mais c'est le cas. Bonjour Elisabeth Valbaum. Bonjour. Merci de nous proposer un retour sur l'événement du 21 novembre organisé par la Fédération de l'Entraide protestante sur les évolutions migratoires, les parcours migratoires organisés par le Cercle Enfance et Jeunesse et le Cercle Précarité autour de la question des mineurs isolés, tout spécialement. Comment s'est passée cette journée de réflexion ? Alors, cette journée, d'abord, elle visait à évoquer la question de l'évolution autour des MNA. Donc, c'était une question plus large encore que celle que vous venez de poser. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de l'évolution des parcours des mineurs non accompagnés, l'évolution des dispositifs et règlements qui tournent autour de ces jeunes gens qui arrivent en France. Et enfin, on s'est aussi posé la question de l'évolution de leurs besoins. Donc, et pour répondre quand même un petit peu quand même à votre question, oui, la journée s'est très bien passée, malgré la neige, malgré les grèves SNCF qui étaient annoncées, puisqu'on a eu plus d'une quarantaine d'associations, ça veut dire plus de 80 personnes qui ont participé à cette journée et qui se sont déplacées de toute la France, pour certaines en équipe complète. Donc ça, c'est très intéressant quand une association arrive à déplacer une équipe complète pour participer à une journée de ce type. Alors vous avez eu des interventions d'universitaires spécialistes de ces questions, des retours d'expérience des associations membres de la Fédération d'Entraide protestante. Mais d'où viennent les enfants migrants? C'est ceux qu'on appelle mineurs non accompagnés, MNA. D'où viennent-ils? Alors c'est là que c'est difficile de savoir, et c'est là aussi que résidait une des forces de notre journée et une des forces de la Fédération de l'Entraide protestante. À la FEP, on a des associations qui sont de tout type, des associations qui travaillent sous mandat, entre guillemets, des pouvoirs publics pour accompagner ces enfants qui arrivent sur le territoire, et des associations qui sont présentes à leur côté, y compris quand ils sont en dehors de tout accompagnement, en dehors de tout droit. Et cette journée, on l'a voulu construite autour de toutes ces associations. Et c'était un vrai défi, vous comprenez, de faire travailler ensemble des associations qui sont jugées comme aidantes et des associations qui sont aux marges. Et donc toutes ces associations, entre elles, elles accompagnent des enfants qui viennent de différents endroits. Vous vous posez la question de « mais d'où viennent-ils » En majorité, ils viennent d'Afrique subsaharienne. C'est ceux qu'on voit, c'est ceux qui sont le plus présents dans nos rues. Mais on constate une évolution, et c'était pour ça qu'on voulait se poser la question des évolutions. Est-ce qu'il y a des nouveaux flux migratoires? On entend beaucoup parler des flux migratoires qui sont liés au changement climatique. Est-ce qu'on en voit déjà les conséquences en France? Donc, on a conclu qu'avec Catherine de Wittol de Wenden, qui est une grande spécialiste géographe et universitaire, vous l'avez dit, on a eu des intervenants de très haut vol qui sont venus, elle nous a dit que les flux migratoires liés aux crises climatiques n'arrivent pas encore vraiment en France, mais qu'on peut les pressentir. Donc nous, on a des jeunes migrants non accompagnés qui arrivent d'Afrique subsaharienne, qui arrivent aussi du Maghreb et qui ont un profil un peu différent. Et puis on a aussi beaucoup d'enfants qui arrivent des pays de l'Est, via les pays de l'Est, via l'Afghanistan aussi. Voilà. Donc on voulait pointer le doigt, nous, sur les évolutions, parce que ce qu'on voit dans les associations, c'est que ces enfants sont de plus en plus jeunes. On accueillait auparavant des enfants de 18 à 20 ans, je pousse un petit peu la majorité. Aujourd'hui, on a des 12, 13, 14 ans qui arrivent, ce qui contraint à une évolution. Ça oblige les associations à s'adapter, mettre en place des nouveaux dispositifs. Vous comprenez bien que les dispositifs qui fonctionnent plutôt bien, ce sont ceux qui permettent à ces jeunes mineurs non accompagnés d'habiter dans des dispositifs de type DAMNA. C'est comme des appartements où ils sont en autonomie ou semi-autonomie. Ça, c'est plus du tout possible pour des enfants de 12 à 14 ans. Ce qu'on constate aussi, c'est que ces enfants arrivent de plus en plus polytraumatisés et que l'aide qu'on apporte, l'aide technique, financière, les loger dans un appartement, leur trouver un contrat d'apprentissage, ils donnent en général entièrement satisfaction au patron qui les embauche. Mais ça, c'est plus tellement possible avec des enfants qui arrivent plus jeunes et plus cabossés, voire même fracassés par le parcours. Oui, quelles sont les conséquences pour la vie des enfants mineurs non accompagnés, migrants? De ces traumatismes?
ou les conséquences du Parce qu'ils parcours. passent par des camps, ils sont déplacés, ils deviennent demandeurs d'asile, ils sont exploités par des passeurs, dans des pays de transit, ils sont persécutés, mis en prostitution, ces choses-là qui les rend particulièrement vulnérables et fragiles. Alors, c'est extrêmement délicat d'aborder la question du traumatisme migratoire avec un jeune, puisqu'on lui fait revivre son trauma quand on l'aborde. Et ça, c'est une des participantes, une des intervenantes à la journée, était professeure de psychologie, et elle est revenue longuement là-dessus, sur les traumas liés au passage. Notamment celui qui fait ressentir de la honte parce que j'ai réussi là où d'autres ont échoué, de la honte parce que j'ai laissé au pays des personnes qui m'ont poussé à partir, de la honte parce que j'ai abandonné des gens sur mon passage, enfin bref, ça c'est vraiment à des professionnels de travailler ces questions-là. Nous, dans les associations de la FEP, on essaye de colmater les brèches, on va dire, de prendre en charge du mieux qu'on peut, qu'on soit professionnel, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui salarient des professionnels à la FEP. Il y a des associations qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis on a aussi beaucoup d'associations qui sont composées de bénévoles. Et ces bénévoles aussi essayent d'apporter du mieux qu'elles le peuvent des pansements à ces enfants, des soutiens, des tutorats, des mentorats, une aide qui ne soit pas que technique. C'est ce que la psychologue nous a beaucoup redit. Il est nécessaire de donner du temps à la relation pour accompagner ces jeunes qui arrivent en France. Oui, comment venir en aide à un enfant mineur non accompagné en France? Est-ce que ces enfants peuvent aller à l'école? Oui, la plupart d'entre eux sont scolarisés. Je dis la plupart d'entre eux parce qu'en fait, quand un mineur non accompagné, alors avant on disait un jeune isolé. D'ailleurs, cette terminologie-là, MNA, elle est quand même controversée. Parce qu'en fait, ils ne sont pas non accompagnés, ils sont quand même accompagnés. Donc, ces jeunes isolés, quand ils arrivent en France, ils sont mis dans des dispositifs, ils doivent faire la preuve de leur minorité. Donc normalement, ça c'est ce que tous les intervenants lors de notre journée se sont attachés à dire, quand on arrive en France, on doit bénéficier de la présomption de minorité. On dit qu'on est mineur, on doit accepter nos dires. Sauf que notre société, elle n'est pas prête à ça. Et donc, elle essaye de faire rentrer les enfants dans des cases et ils doivent prouver leur minorité. Et donc là, c'est un parcours du combattant qui commence pour eux et qui fait que c'est très difficile pour les accompagner, pour les associations, de les accompagner. Il y a des enfants qui vont avoir des papiers, qui vont pouvoir prouver immédiatement qu'ils sont mineurs. Et là, ils vont rentrer dans des dispositifs de protection de l'enfance. Et en France, on est contraint, obligé, c'est la loi, de prendre en charge les enfants dans des dispositifs. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui arrivent avec des faux papiers ou des papiers qui ne sont pas justes ou qui sont controversés, voire même sans papier, parce que vous imaginez bien que pendant tout ce parcours migratoire qui est parfois très compliqué, les papiers peuvent se perdre, être échangés, vendus, perdus tout simplement. Et donc là, pour les enfants, ça devient complètement presque impossible de prouver, et même au bout de plusieurs années en France, qu'ils étaient mineurs à leur arrivée. Et dans ce cas-là, quand ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont mineurs, ils ne sont pas pris en charge. Et donc là, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas trouver un emploi, ils deviennent clandestins sur le seuil français et tout de même pris en charge par des associations, entre autres adhérentes à la FEP, mais on connaît la CIMAD parmi les associations protestantes les plus connues, aident ces enfants-là à essayer de faire valoir leurs droits. C'est compliqué, ces questions-là sont très compliquées et douloureuses, parce qu'on ne devrait pas discriminer les enfants selon leur papier ou pas de papier, voilà, mais c'est le cas. Quand on pense au parcours des enfants mineurs, parfois à la nage, en Méditerranée, des choses dont on entend de plus en plus parler, c'est effectivement très sensible. Et combien d'enfants seraient concernés d'après les travaux de cette journée d'études de la Fédération d'entraide protestante? Eh bien, figurez-vous qu'on ne sait pas répondre à cette question. La protection de l'enfance en France, elle est morcelée, elle est décentralisée, elle est gérée par les départements.
Et on a certes des observatoires départementaux de la protection de l'enfance, mais les chiffres ne sont pas harmonisés. Donc on n'est que dans des suppositions. On ne sait pas exactement combien d'enfants aujourd'hui relèvent de la protection de l'enfance. Et ça, c'est pas que pour les mineurs non accompagnés, hein, c'est pas que pour ceux qui viennent de l'étranger. On ne sait pas exactement combien sont ceux qui attendent d'être régularisés. On n'arrive pas à le chiffrer correctement. Merci Elisabeth Walbaum pour ces éléments de réflexion et de défense des droits des enfants. On retrouve les argumentaires, les vidéos et les moyens de contribuer, d'aider sur le site de la Fédération d'entraide protestante. Merci beaucoup.